l'identification générale de la boîte à merveilles. La boîte à merveilles présente une séquence sur la vie d'enfance d'Ahmed Sfraoui. Pour un va-et-vient entre le narrateur adulte et le narrateur enfant, le lecteur entre dans son monde solitaire où se trouvent plusieurs amis. Mais les vrais amis étaient les composants de sa boîte à merveilles. La boîte à merveilles est un roman autobiographique de l'écrivain marocain Ahmed Sfraoui, écrit en 1952 et publié en 1954. À caractère ethnographique, l'œuvre est considérée comme le premier roman marocain à la langue française sous le protectorat français. Les événements de l'œuvre se déroulent en 1921. Le titre de l'œuvre. L'on se demande certainement à qu'est-ce que c'est que cette boîte à merveilles. Le texte de la 4e de couverture répond à cette question. La boîte à merveilles est un ensemble d'objets banals sans aucune valeur matérielle. Un cabochon de verre, des anneaux de cuivre, un minuscule cadenas sans clé, des boutons décorés, des boutons sans décor, des encriers vides et des clous à tête dorés. Elle permet au narrateur de fuir et d'oublier ses sentiments de solitude et de tristesse. Grâce à cette boîte et ses objets, l'enfant est transporté dans un monde imaginaire fabuleux où il rencontre des personnages extraordinaires. Dans le premier chapitre de l'œuvre, on peut identifier 3 parties essentielles. Premièrement, le soir quand tout dorme, le narrateur Sidi Mohamed nous a montré ses sentiments de douleur, de désespoir et de la solitude. Puis, il nous a évoqué les locataires de Dar Chouafa. Deuxièmement, c'est le souvenir du bain mort. Et finalement, la dispute ou bien les problèmes de voisinage entre sa mère Lalla Zoubida et Rahma à cause du lessive. Le roman commence par l'évocation de Dar Chouafa, une maison située dans la Médina de Fès où habite Sidi Mohamed avec ses parents Mellim, Ebsem et Lalla Zoubida. Après avoir présenté les locataires qui occupent les lieux, le narrateur décrit quelques scènes qui se passent quotidiennement chez la voyante du rez-de-chaussée, puis s'attarde sur les journées interminables homicides sous le regard sévère du frère. Sidi Mohamed, un enfant de 6 ans, peut accompagner sa mère au hammam ou bien au bain mort, qui gagne à ses yeux des proportions infernales. L'épisode du bain mort est aéré de fréquentes allusions à Lalla Zoubida, la mère bavarde et impulsive qui cherche noise à tout le monde, surtout à la voisine Rahma avec qui il a une violente dispute. Le narrateur parle ensuite de son père, un homme réputé par sa droiture et sa sérénité qui, contrairement à son épouse, ne fait pas de mal à une mouche. Dans le premier chapitre et dans tout le roman, le narrateur cite un thème d'une façon claire. Ses énoncés « Je songe à ma solitude ne date pas d'hier » assurent que le chant de solitude est présent forcément dans l'œuvre. Mais pourquoi ? La solitude est le sentiment de Sidi Mohamed dans tous les chapitres de l'œuvre, car il est le seul garçon qui se trouve dans Dar Chouafa. Il est un enfant différent des autres, il aime l'abstrait et le monde invisible. On peut donc expliquer la solitude comme le fait de sentir seul et d'en souffrir. C'est un mécanisme psychologique altérant un individu d'un isolement non désiré. Parmi ces causes, des problèmes familiaux, certaines circonstances de la vie, par exemple décès des proches, des échecs scolaires ou professionnels. Et aussi l'absence d'un climat intime et convenable à l'état psychologique de l'individu. La solitude a des conséquences qui peuvent être positives ou négatives. Elle encourage l'homme à la connaissance et la compréhension de soi. Être seul augmente la productivité et elle donne aussi un moment de calme et de concentration. Et pour son côté négatif, la solitude conduit à la dépression. Elle peut même causer des mauvais problèmes sur la santé et l'état psychologique de l'homme et le manque d'une connaissance sociale. Maintenant, je vous présente quelques informations concernant le deuxième chapitre. Les actions de ce chapitre se déroulent tantôt au Dar Chouafa, tantôt au Msid et parfois dans le sanctuaire Sidi El Bouraï. On distingue entre les personnages Lalla Zoubida, Sidi Mohamed, Lalla Aïcha, le frère et les condisciples du Msid. Pour les événements, on a premièrement le jour néfaste, c'est le mardi, le jour de récitation, que déteste Sidi Mohamed car elle doit réciter les versets coraniques depuis la première rentrée du Msid. Deuxièmement, la visite de Lalla Aïcha, une ancienne voisine de Lalla Zoubida, conseille à la mère qui se sent malade de visiter le sanctuaire Sidi El Bouraï pour conjurer. Et
parmi les thèmes importants dans ce chapitre, la violence. On peut conclure que traditionnellement, la violence était la seule méthode approuvée pour préserver le Coran, ce qui pourrait faire qu'il y a une différence entre l'école coranique ou l'Umsid et l'école moderne. L'autre thème, c'est la superstition. À cette époque, nous pouvons dire que ce comportement était omniprésent. L'un des exemples qu'on a, que la maman de Sidi Mohamed croit beaucoup aux superstitions. Donc, c'est une femme qui visite les marabouts et les sanctuaires pour résoudre ses problèmes. Voilà le résumé du chapitre 2. Le mardi, jour réservé à la récitation du Coran, que détestent Sidi Mohamed et les autres élèves du Msid à cause de la sévérité et la violence d'Ifré, parce qu'elle est frappée par une baguette de cognacier au hasard. Puis, on a la visite de Lalla Isha, la meilleure amie de Lalla Zoubida qui a remarqué que l'état de santé de la mère et son fils inquiétant. On parle de la pâleur de Sidi Mohamed et la souffrance de la mère d'une migraine. Alors, il lui convaincre de visiter le sanctuaire Sidi El Bouralb pour conjurer le mauvais œil en lui faisant boire l'eau miraculeuse de ce lieu saint. Et maintenant, on passe pour savoir les informations concernant le troisième chapitre de la boîte à merveilles. Les personnages sont le frère, la Chouafa, Allal, deux crieurs publics, Rahma, la mère du narrateur, l'Isli Ouad et les mendiants. Les événements de ce chapitre passent au vendredi après-midi, le lendemain, le soir et le jeudi suivant. Le narrateur raconte sa journée en Msid. Le soir, remarquant que Fatma al-Bziouia s'éclaire avec une lampe à pétrole. Lalla Zoubida insiste pour que son mari lui en achète une. Ce qui est fait le lendemain. Ensuite, elle évoque le souvenir de la disparition de Zineb et comment sa mère réussit à la retrouver à la maison des Idrissides. Rahma, en guise de louange à Dieu, prépare un repas pour les mendiants. Toutes les voisines y participent de bon cœur. Passons maintenant à l'analyse du quatrième chapitre. Les personnages sont le narrateur Sidi Mohamed, sa mère Lalla Zoubida, son ami Lalla Isha, les petits-enfants des voisins, une voisine. Et pour les lieux évoqués, c'est Znaqt el-Hajjama où se trouve la maison de Lalla Isha et Dar Chouafa. Et pour l'événement principal dans ce chapitre, on a la visite de Lalla Zoubida avec son enfant chez Lalla Isha, puis l'arrivée du mari de cette dernière qui fut escroqué par son associé Abdelkader, alors que Lalla Isha va raconter tous les malheurs de son mari à son ami Lalla Zoubida. Sidi Mohamed et sa mère dans les premiers jours du printemps rendent visite à Lalla Isha qui habite une maison simple. L'enfant suit attentivement la conversation des deux femmes qui débillent les gens. Il profite l'occasion de jouer avec les enfants des voisins, le jeu du mariage qui se termine toujours par une dispute. Lalla Isha raconte à son ami que Moulay el-Arbi, son mari, a été trahi par son associé Abdelkader. Ce dernier avait prétendu avoir versé la moitié du capital de l'affaire. Le pacha s'était prononcé en faveur d'Abdelkader. Passons maintenant au chapitre 5 où les actions se passent tantôt dans Dachouafa, tantôt dans le Msid. Pour le temps, les 15 jours avant Ashura, on distingue entre les personnages, le narrateur enfant, le père, la mère, la vieille esclave, les différents locataires, Rahma, Fatma Bziouia, Zineb et ainsi de suite. Maintenant, je vous cite les événements principaux de ce chapitre. D'abord, le frère parle aux enfants de la Ashura et les préparatifs de la fête. Lalla Isha aide son mari qui est disputé avec son associé Abdelkader. Elle a vendu ses bijoux et son mobilier. Puis, on a la mort de Sidi Mohamed Ben Tahir, le coiffeur du quartier. Et finalement, la dispute du narrateur et Zineb. Tout le monde se prépare à célébrer Ashura. Au Msid, le frère annonce aux élèves l'imminence de la fête et leur demande de peindre les murs de l'école à cette occasion. Après avoir pris activement part aux travaux, Sidi Mohamed rentre chez lui, mais il ne trouve pas sa mère. Lorsque Lalla Zoubida revient à la maison, elle raconte la mésaventure de Moulay el-Arbi à sa voisine Fatma Bziouia, mais en paroles murmurées qui échappent à son fils.
Ce chapitre s'attarde également sur le décès de Sidi Mohamed Ben Taher, un triste événement qui incite le jeune héros à s'abandonner à une longue méditation sur la vie et la mort. Cette douloureuse expérience le marque profondément. Seuls le fabuleux trésor de sa boîte à merveilles sont capables de dissiper son chagrin, de lui apporter réconfort et consolation. Pour mieux parler des thèmes dominants dans ce chapitre, on a le sacrifice lorsque Lalla Aïcha dépouille ses bijoux et son mobilier pour aider son mari à remettre en marche son atelier. Il y a d'autres thèmes aussi, c'est les rituels de la mort au Maroc. Le narrateur parle de la mort de Sidi Mohamed Ben Taher et la description de son cortège funèbre. Et maintenant, on passe au 6e chapitre. Les personnages évoqués dans ce chapitre étaient le narrateur, la mère du narrateur, le père du narrateur, le frère, Moulay Abdeslam, Zineb, Fatma al-Bzawiya, la vieille femme Mbalka, Salim le nègre et Lala Khadija, la femme du oncle Asman. Les lieux évoqués aussi étaient Msid, la Qasariya, Jotia et Ben Lemdoun. Les événements passaient le lendemain et le surlendemain et le matin du 3e jour. Pendant les préparatifs pour Ashura Msid, le frère organise le travail et forme des équipes. Le petit Sidi Mohamed est nommé chef des frotteurs. Le matin suivant, il accompagne sa mère à la Qessaria pour acheter un nouveau gilet. De retour chez lui, Sidi Mohamed se dispute avec Zineb. Sa mère met en colère, triste et pris de faim. Le petit enfant plonge dans ses rêveries. Le narrateur nous rapporte ensuite l'histoire de Lala Khadija et son mari l'oncle Atman, racontée aux voisines par Rahma. Et pour l'identification du 7e chapitre, on a d'abord les indices du temps qui sont premièrement 2 jours avant Ashura, le lendemain matin et le jour d'Ashura exactement aux 3 heures du matin. Et les lieux cités sont Dar Chouafa, le Msid, la Médina et chez le coiffeur Abdelrahman le Barbier. Et pour les personnages de ce chapitre sont les femmes de la maison, le frère, Sidi Mohamed, les élèves ou bien les camarades de Sidi Mohamed, Abdelrahman le Barbier et Ma'alem Abdeslam, puis les Laïcha. 2 jours avant Ashura, les élèves du Msid arrivent aux derniers préparatifs. Sidi Mohamed achète des jouets et fait une coupe de cheveux. Alors que le jour de Ashura, les élèves citent des psalmodies au Msid et finalement la visite de l'Aïcha. La veille de l'Ashura, le petit Sidi Mohamed accompagne son père au souk pour acheter les jouets. Si Abdeslam lui offrit une trompette, les femmes de la maison ont tout acheté des bendirs et des tambours de toutes formes. Msid, ce sont les dernières touches avant le grand jour. Sidi Mohamed participa à l'équipement des lustres pour la nuit de l'Ashura. Rentré chez lui, Sidi Mohamed apporta un brin de menthe à Kenza, que le récompensa par une poignée de grains de sésame. Le jour suivant, l'enfant accompagne son père en ville. Il l'emmène chez le coiffeur où il écoute sans intérêt les conversations des adultes. C'est Abdelrahman le coiffeur, bavarda sans discontinuer avec Oncle Hamedi du mariage de Sidi Ahmed avec la fille de Si Omar le notaire, chose peu appréciée par l'enfant. La veille de l'Ashura, l'enfant passe la soirée en jouant de ses instruments de musique et prit un bain. Le jour de l'Ashura, le narrateur réveille tôt. 3 heures du matin, il met ses vêtements neufs et apporte 5 francs et un cierge au Msid pour célébrer cette journée exceptionnelle. Le soir, Lalla Aïcha vient rendre visite à la famille du narrateur. Quand Lalla Aïcha répare chez elle, l'enfant lassé de son tambour et de sa trompette est content de retrouver ses vieux vêtements.
8e chapitre. Tous les événements de ce chapitre se déroulent parfois dans le Msid, parfois dans Dashwafa et le souk des bijoutiers. Pour les indices du temps, après les jours de liesse, un lundi le lendemain matin. On distingue entre les personnages de ce chapitre le père, la mère, Sidi Mohamed, Lalla Aïcha, Fatma Bziouia et le courtier. Pour les événements principaux de ce chapitre, commence par la description du narrateur du Msid, le mausolée agréable, l'ambiance et les interactions. Sidi Mohamed alla au souk avec ses parents, elle achète un bracelet, elle a dispute avec le Dillal. Puis, on a des cris et des pâleurs, le mari de Lalla Aïcha vient de prendre une seconde épouse, c'est la fille du coiffeur Abderrahman. La fête de Ashura prend fin et la vie reprend son cours de tous les jours. Sidi Mohamed progresse dans ses études au Msid à la grande satisfaction de ses parents. À la maison, il se livre à ses occupations habituelles, qu'il arrache au monde réel et lui procure d'intenses moments de bonheur. Un jour, Sidi Mohamed accompagne ses parents au souk de bijoux pour acheter une paire de bracelets à sa mère. Cette sortie placée sous le signe de la joie est perturbée par le comportement d'un courtier qui finit par se connecter avec Malim Abdeslam. Après bien des péripéties, les choses finissent par rentrer dans l'ordre. On passe au chapitre 9. Les personnages évoqués dans ce chapitre étaient Lalla Aïcha, le narrateur, la mère du narrateur, Fatma, Rahma et Al-Arrafi. Les lieux évoqués aussi, le mausolée d'Ahmed Tijani et chez Lalla Aïcha. Et on ajoute une petite information. Le père a perdu son maigre capital. Sa résolution de partir travaillait comme un moissonneur. L'état de santé de l'enfant empire. Il souffrit de la fièvre. Lalla Zoubida s'occupe de lui. Elle resta aux petits soins nuit et jour. Les affaires de son mari vont très mal. Il annonça à sa femme qu'il a perdu son capital dans la couille de son cher au Haïk. Il a pris aussi la décision de vendre les bracelets et d'aller travailler comme moissonneur aux environs de Fès. Le départ du père est vécu comme un grand drame chez le narrateur. La souffrance et la maladie sont au menu de tous les jours et marquent le quotidien de la maison. Lalla Zoubida rend visite à son amie Lalla Aïcha, dont le mari s'est remarié. Les deux amis frappés par le malheur décident de consulter un voyant, Sidi Al-Rafi. Passons maintenant à l'analyse du 10e chapitre. Pour les indices du lieu, on a quartier Sfeh, la maison de Sidi Al-Rafi, quelques autres sanctuaires, Darchouafa et le pont de Bin Limdoum. Et pour les personnages de ce chapitre, on a Sidi Mohamed, Lalla Zoubida, Lalla Aïcha, la femme du voyant, Sidi Al-Rafi, le messager du père, Rahma, Fatma Bziouia et la Chouafa Tante Kenza. Pour les points importants dans ce chapitre, on a la visite de Lalla Zoubida chaque semaine à un sanctuaire, puis la visite de Lalla Zoubida et Lalla Aïcha chez Sidi Al-Rafi. On a aussi l'arrivée du messager du père et finalement Lalla Aïcha qui va rendre visite à Lalla Zoubida et lui est demandé de passer la voir parce qu'elle a un cadeau ou bien une petite surprise pour elle. Le narrateur évoque le souvenir du voyant Sidi Al-Rafi. Lalla Aïcha, Lalla Zoubida et Sidi Mohamed n'eurent aucun mal à trouver la maison de Sidi Al-Rafi, connue et respectée par ses voisins. Lalla Zoubida rentre chez elle tout en gardant le secret de la visite, et Al-Rafi s'aida de son panier pour sentir avec cœur les peines de ses visiteurs. Après avoir écouté les prédictions voilées de Al-Rafi, le narrateur favorablement impressionné lui baisa la main, alors que sa mère et son ami lui glissèrent à tour de rôle une pièce d'argent dans la main. Lalla Zoubida est allée en pèlerinage au sanctuaire de la ville. Le lendemain, elle décide de garder son enfant à la maison et de l'amener régulièrement faire la visite d'un saint de la ville. Un matin, elle reçoit la visite d'un envoyé de son mari qui lui a apporté une douzaine d'œufs, du beurre, de l'huile et de l'argent. Lalla Aïcha vient prier son ami de lui rendre visite le lendemain parce qu'elle a des choses à lui raconter. Concernant le chapitre 11, toutes les actions se déroulent dans la maison de Lalla Aïcha au lendemain et pour les personnages, on a la mère, Lalla Aïcha, Sidi Mohamed, la voisine de Lalla Aïcha Zhour et Salama la marieuse. Lalla Zoubida et son fils rendent visite à Lalla Aïcha. Chez cette dernière, ils trouvent une femme nommée Salama qui rappelle les circonstances dans lesquelles elle a arrangé le mariage de Moulay Al-Arbi avec la fille du coiffeur. Mais le couple qui l'a réuni se confronte à de nombreux problèmes, dont notamment la différence d'âge.
Moulay el-Arabi regrette d'avoir trahi la confiance de sa première femme et manifeste le désir de se réconcilier avec elle. Zohor, une jeune fille que le Jean retrouve fort belle, se mêle à la conversation et complète le récit de Salama. Absorbée par les histoires qui s'enchaînent, Sidi Mohamed prête attention au moindre mot. Tout ce qui se dit reste gravé dans cette cire fraîche qui est sa mémoire. Et parmi les thèmes importants dans ce chapitre, c'est la polygamie, qui correspond aujourd'hui à la pluralité des épouses. L'exemple qu'on a dans la boîte à merveilles, c'est que Moulay el-Arabi a épousé une deuxième femme, la fille du coiffeur, malgré le sacrifice de Lalla Aïcha. On peut ajouter aussi comme une remarque, un type de la polygamie, c'est la polygnie, qui désigne un homme épouse plus d'une femme. Et maintenant, on passe au chapitre 12. Les personnages évoqués dans ce chapitre étaient la Chouafa, les femmes de Dar Chouafa, le narrateur, Halal Yaqoubi, Zineb, Ma'alem Abdeslam et Idriss el-Ouad. Ainsi, deux points importants. Le retour de père, annoncé par Zineb, et Idriss el-Ouad, annoncé par Ma'alem Abdeslam, le divorce entre Moulay el-Arabi et la fille du coiffeur. Le narrateur dans ce dernier chapitre raconte le retour de son père. Sidi Mohamed raconte à son père les événements passés pendant son absence. Le père du narrateur apprend que Moulay el-Arabi s'est séparé avec sa jeune épouse. Sidi Mohamed, toujours aussi solitaire qu'au début et aussi rêveur, sort sa boîte à merveilles et se laisse bercer par ses rêves. Le père est le pilier du foyer. Il a le rôle de protéger sa famille, de l'assister matériellement et moralement. C'est une poitrine tendre et affectueuse. En effet, le père s'efforce de subvenir aux besoins nécessaires de sa famille. Grâce à lui, on peut se nourrir, s'habiller et étudier. Dans la boîte à merveilles, il est évident que Sidi Abdeslam, le père du Sidi Mohamed, a perdu son argent suite à cet événement. Il décide d'aller à la campagne pour chercher un travail et récupérer son capital. La place du père dans l'histoire était incontournable, car ni la mère ni l'enfant n'ont supporté de vivre sans lui. Ainsi, on se demande sur la place du père dans la famille. La boîte à merveilles est un roman autobiographique dans lequel Ahmed Sfraoui raconte une période de son enfance. Il a décrit son vécu quotidien dans Dar Chouafa, la maison où il habite avec ses parents et les autres voisins. Il a évoqué aussi la relation d'amour et d'amitié et la solidarité qui les unit malgré quelques problèmes du voisinage. Le narrateur nous a amenés dans son monde solitaire où il n'y a que ces objets de la boîte à merveilles qui sont ses amis. Sfraoui a approché les lecteurs du l'œuvre à la société marocaine en citant ses souvenirs dans le Msid avec le frère et ses camarades, et on ajoute aussi la description de la visite du bain mort qui était pour lui comme l'enfer. Mais la routine du narrateur va changer après les malheurs et les problèmes de sa famille, et il va nous poser ici le rôle du père au sein de chaque famille, sans oublier la réaction de sa mère qui a organisé plusieurs visites chez les voyants, les mausolées et les sanctuaires afin de soulager ses peines et ses douleurs. Et bien sûr, le sujet traité ici, c'est la superstition. Le narrateur a mis l'accent sur la tradition et les rites marocains, par exemple les fêtes comme l'Achoura, les baptêmes, le mariage et ainsi de suite.